Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, 19h, 20h30, on va, avec l'invité de ce dimanche, reparcourir quelques traits de l'actualité récente, tels qu'observés par les reportages STV. Ça fait partie des éléments de l'émission. On va davantage, aujourd'hui, parler de l'Alliance pour la transition politique. Un homme, plusieurs acteurs derrière. Olivier Billet a pris sur lui le bâton de pèlerin pour un certain nombre de consultations avec d'autres acteurs de la vie politique, de la société civile, et qui sait peut-être au-delà, pour mettre autour de lui, autour d'un projet, ces acteurs-là, dans le but d'aller à l'élection présidentielle de 2025 ensemble, qui sait peut-être pour rivaliser avec le candidat du RDPC. On le sait, à côté de cette alliance, d'autres mouvements se sont mis en place pour le même objectif. On est avec Olivier Billet ce soir dans ce studio pour évoquer les contours de cette unité, candidat unique. On en saura certainement avec l'invité de ce soir. Je le rappelle, Olivier Billet est par ailleurs enseignant d'université, documentaliste et homme politique. D'ailleurs, écrivain aussi à 16 heures. De réflexion, Monnaie et prospérité en Afrique de la zone franc, c'est son dernier ouvrage, Briser les derniers liens de la captivité. Cet ouvrage est paru aux éditions Lupepo en juin 2023. Olivier Billet, bonsoir. Bonsoir à vous, Dibita Tongo. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Évidemment, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir ici. Écoutez, je suis le premier à être enthousiasmé par cette invitation que vous m'avez adressée, très, très, très chaleureusement et très fraternellement. Il m'a semblé que l'actualité se prêtait du reste. Il se trouve également que cela faisait un petit moment que je n'avais pas rendu visite à vos studios de Douala. C'est donc avec beaucoup de joie que je me retrouve ici pour évidemment aborder tous les sujets que vous avez retenus pour ce soir. Je rappelle que vous étiez candidat recalé à la dernière élection présidentielle en 2018. Donc vous êtes un homme politique qui connaît certainement tous les contours et les méandres de l'environnement du Cameroun. Allons-y tout de go. Peut-être aussi rappeler que j'étais déjà candidat à la présidentielle 2011 et qu'effectivement en 2018, ma candidature n'avait pas prospéré. Et que pour la précision aussi, c'est documentariste plutôt que documentaliste. Ah d'accord. J'apporte toujours cette précision. J'ai d'ailleurs vu certains auteurs dans les réseaux sociaux se fourvoyer sur ces différents concepts. Il faut préciser qu'un documentaliste, c'est un spécialiste du document, c'est quelqu'un qui travaille dans les bibliothèques, etc., dans les lieux d'archivage, etc. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis un documentariste, enfin, j'ai exercé ce métier à une certaine époque de ma vie. Je ne suis plus beaucoup sur ce terrain, peut-être que j'y reviendrai un jour. Ce fut une vraie passion. C'est, si vous voulez, la science de la production des documentaires. Ça ne vous enlève pas moins l'expertise dans ce domaine. Il me semble. C'est toujours bien de le préciser, donc. Voilà. Cela dit, allons-y tout de go. L'Alliance pour la transition politique. D'où vient l'idée ? Écoutez, le thème de la transition, l'idée de la transition est une vieille idée au Cameroun et dans le monde. Nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. Dans la littérature de sciences politiques, notamment, c'est un concept qui revient très régulièrement et que l'on a vu, je dirais, mis en œuvre dans un certain nombre de pays à travers le monde entier, et en particulier en Afrique, depuis les processus de démocratisation des années 90. Alors, on a même vu que dans le cas du Cameroun, lors de l'élection présidentielle de 1992, eh bien, que la plateforme de l'Union pour le changement, en réalité, avait porté la figure de Ni John Frundi, paix à son âme, dans le cadre, si vous voulez, d'un idéal qui était déjà un idéal de transition. Et toute la mobilisation d'acteurs que l'on avait vu déjà à cette époque avait pu être réalisé parce que l'objectif qui avait été mobilisé à cette époque-là était un objectif de transition. Parce que la transition, ce n'est pas un mandat ordinaire. Absolument. La transition, c'est en réalité une parenthèse politique au cours de laquelle, généralement, on va dire, il y a une sorte de pouvoir spécial, une sorte de pouvoir d'exception qui se met en place. Et dans notre cas,
c'est un pouvoir qui a pour mission, qui aura pour mission, bien évidemment, de mettre en œuvre ce que nous appelons un gouvernement de mission et d'unité nationale qui permettra précisément que les problèmes les plus cruciaux, les problèmes les plus, je dirais, les plus rédhibitoires de notre environnement politique au Cameroun, qui sont du domaine évidemment du structurel, eh bien, pourront être adressés de manière satisfaisante. Il est donc question pour nous, dans le cadre de cette idée autour de l'ATP, l'Alliance pour une transition politique, de mettre en place quelque chose de cette nature. On y reviendra. Mais vous m'avez posé la question de savoir d'où est-ce qu'elle vient. De manière plus formelle, je publie La démocratie africaine reste mal partie, rectifions le tir, en 2016. D'accord. Et je reviens en 2020, fort de l'expérience notamment des élections législatives et municipales de la même année, avec, si vous voulez, ce thème de la transition qui me paraît absolument essentiel. Parce qu'après avoir évidemment examiné profondément le pays, après avoir expérimenté le processus électoral, eh bien, j'ai bien compris que la mécanique du parti-État, de facto, qui est à l'œuvre chez nous, et qui en réalité est une construction purement frauduleuse et profondément anticonstitutionnelle, eh bien, ne permet pas que nous ayons un jeu politique digne de ce nom au Cameroun. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, à partir de septembre 2020, que je fais une première publication plus formelle sur ce sujet et que je la présente en fait à l'opinion publique, à l'opinion médiatique. Mais de manière plus systématique, je reviens avec cette thématique en mai 2023, lorsque la crise de l'unité nationale est à son paroxysme et que les Camerounais se déchirent, etc. Et je me rends bien compte que ce pays est dans une situation de décrépitude considérable et que pour le remettre en selle, pour le remettre en ordre de marche, il faut nécessairement passer par un processus véritablement de cette nature-là. Donc, peut-être pour finir, et peut-être plus récemment, Dipita Tongo, c'est aussi en début 2024 que, après une discussion avec quelques amis à Yaoundé, acteurs politiques bien sûr, que ce thème de la transition me revient avec force à l'esprit et m'impose l'idée de la proposer à mes amis de ce jour-là qui m'ont dit mais c'est exactement de ça qu'il est question, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ainsi que l'initiative a été lancée et c'est quelque chose qui, à vrai dire, ne date pas de... je crois que nous sommes au mois de mars aujourd'hui, c'est vraiment janvier, hein, on va dire janvier, décembre 2023, janvier 2024. Voilà. Alors quand on connaît pour certains l'autocentrisme, une forme d'individualisme, je ne sais pas parler d'égoïsme, des acteurs politiques, y compris les plus importants, si l'on s'en tient peut-être aux références électorales. Êtes-vous serein? Êtes-vous confiant? Est-ce que vous vous dites, on choisira quelqu'un qui, une fois ayant les leviers, tous les pouvoirs en main, jouera le jeu véritable de la transition? N'avez-vous pas de crainte que, d'abord que sur le choix, on verra certainement les modalités, pour la suite, qu'il y ait une forme de, je ne sais pas, qui déjoue votre volonté, votre enthousiasme? Oui, je vous comprends parfaitement parce que, évidemment, dans un pays où on a fini par, on a expliqué aux gens que la politique, c'est l'art de la roublardise. La roublardise, du banditisme même, absolument, de la filouterie. On a de vrais problèmes, hein, Dipita Tongo. C'est-à-dire que dans toutes nos langues, ne me fais pas la politique, c'est ne me trompe pas, absolument, ne me roule pas dans la farine. C'est quand même grave. Je crois qu'il y a des choses comme ça qu'il faut redresser. Il y a une exigence de restaurer la politique dans sa noble mission, dans son noble statut, qui est celui de l'art et de la science du gouvernement de la cité, pour le bien des populations. Parce que quand la politique devient et est acceptée et intégrée comme étant l'art de la filouterie et du banditisme, alors il est certain que cela mène au type de situation, je dirais, de dégradation sociétale que celle que nous vivons, très clairement. Absolument. Donc il faudrait que nous sachions ce que nous voulons véritablement. Est-ce que nous voulons une société où la politique c'est la filouterie et le banditisme et où on a les résultats qu'on sait, ou alors est-ce que nous voulons faire migrer la politique vers ce qu'elle doit être véritablement et vers ce qu'elle est dans les pays sérieux et les pays qui avancent? Il me semble que le choix est vite fait. D'accord. Alors, comment envisagez-vous donc rassembler
le plus large possible, sensibiliser ces acteurs, ceux qui comptent le moins, aller au-delà des politiques, la société civile. Quelle est l'alchimie? Oui. D'autant plus qu'on n'est pas la première initiative. Vous avez cité les années 92, les années 92. On a eu 2004. Et même par la suite, voilà, oui, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quel est le discours que vous tenez qui devrait paraître sincère et l'écoute qui c'est peut-être sincère aussi, qui pourrait épouser ce discours-là? Je voudrais que vous me permettiez d'abord, pour la gouverne de nos concitoyens, d'accord, cher député Tongo, d'apporter quand même une certaine clarification relative à je dirais, à la perspective particulière que nous avons donnée au concept de transition dans la proposition que nous faisons au pays. Je précise, proposition qui est faite au pays tout entier. Alors, nous avons envisagé, si vous voulez, la mise en œuvre de cette transition-là, selon, je dirais, deux hypothèses de travail, qu'on pourrait nommer plan A et plan B. Il y a, dans le cadre de ce que nous appelons l'hypothèse A ou plan A, eh bien, l'idée selon laquelle nous allons, mes camarades et moi, parce que c'est une affaire qui engage la une collégialité, une pléthore d'acteurs politiques aujourd'hui, qui sont du reste très nombreux déjà, eh bien, il est question pour nous de dire, de considérer que le pays étant dans la situation dans laquelle il se trouve, le pays étant confronté à un ensemble de crises multiformes, crise de l'unité nationale, crise politique et sécuritaire, crise socio-économique avec la problématique de l'inflation et de la flambée des prix qui s'exacerbe encore ces derniers temps avec la question des carburants, etc. Crise infrastructurelle avec la situation calamiteuse de nos infrastructures en matière hydraulique, électrique, routière, etc., etc. Le pays est donc, si vous voulez, à la croisée des chemins. Nous considérons également que il nous appartient comment on va dire ça, d'interpeller le régime de Paul Biya pour lui dire que, eh bien, lorsqu'un pays se trouve confronté à de telles difficultés, il est important que ses enfants puissent se retrouver. Et dans le cas d'espèce, il est question que Paul Biya, qui est aujourd'hui considéré comme un patriarche au niveau africain et même au niveau mondial, qui est considéré comme un acteur qui a quand même été à la tête de ce pays pendant longtemps et qui l'a gouverné selon des logiques qui sont les siennes, eh bien, qu'il prenne conscience de ce qu'il est à un âge avancé, pour ne pas dire davantage, eh bien, et qu'il est important qu'il se comporte comme le laboureur de ses enfants. Et donc, à partir de ce moment-là, nous l'interpellons sur l'exigence de mettre en œuvre, dans le cadre de ce plan A, un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale et de salut public, qui permettra qu'en mutualisant, en mobilisant les intelligences de ce pays, sous le magistère, bien sûr, de ce patriarche-là, mais surtout sur le magistère de ce que j'appelle comment on va dire ça, un gouvernement de transition qui sera porté évidemment par un ou une première ministre de transition au pouvoir très élargi, parce que je crois que chacun de nous est parvenu clairement au constat selon lequel le président n'est plus à l'âge véritablement où il a toute la vitalité nécessaire pour diriger. Et donc il faut véritablement que ce gouvernement-là soit piloté par un acteur au pouvoir élargi et à la vitalité avérée, en sorte que, précisément, ces différents acteurs-là, parmi lesquels nous serions... Biya jouera ce jeu? Mais écoutez, dans son propre camp? Nous pensons qu'il peut jouer ce jeu. Il peut jouer ce jeu, pourquoi pas? Vous le comptez comme acteur de la transition que vous envisagez? Dans le cas du plan A, je veux que ma pensée soit claire. Et je le dis vraiment avec toute l'honnêteté qui est. Voilà 34 ans que les acteurs de l'opposition essayent de déboulonner Paul Biya sans y arriver. OK? Mais vous voyez bien que s'il n'y arrive pas, ce n'est pas tellement parce que on va dire que le régime est si fort que ça. C'est précisément parce que, si vous voulez, il y a un ensemble de mécanismes et de dispositifs institutionnels, tels que la mécanique du parti-État, qui veut que vous ayez un parti qui est évidemment attaché à toutes les forces vives du pays, etc. Je voudrais bien vous comprendre. Oui. Vous dites que dans le plan A, voilà, vous comptez y mettre le président Biya. Dans le cadre... Lui accorder un rôle.
Dans le cadre du plan A, nous accordons un rôle effectivement au président Biya, en lui disant, Monsieur le Président, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où il est important que vous fassiez l'histoire. Vous devez songer à essayer de restaurer votre image et tenter de sortir par la grande porte. Parce que le bilan jusqu'ici n'est quand même pas extraordinaire. La situation des Camerounais... 42 ans à la tête du pays, voilà. Vous pensez sérieusement que le président pourrait... Je crois que oui. Je crois que, vous savez, il y a... vous connaissez ce fameux dicton français qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il est parfaitement possible qu'aujourd'hui, le président, parvenu à l'âge qui est le sien... En d'autres termes, si lui ne change pas d'avis sur ce point-là, vous considérez qu'il est... À vous de tirer les conclusions que vous souhaitez, mais en tout cas, moi j'ai du respect toujours pour les anciens. D'accord. Et considérer que je ne dirai jamais quelque chose de désobligeant vis-à-vis d'un ancien. Simplement, je suis de ceux-là qui peut interpeller un ancien de manière robuste, de manière vigoureuse, pour lui dire, voilà, eh bien, nous voulons vous donner une opportunité. Nous voulons vous donner une opportunité de sortir par la grande porte, de laisser à vos enfants et vos petits-enfants un Cameroun toiletté, un Cameroun en ordre de marche, un Cameroun dont nous pouvons être tous fiers demain. Voilà. Il me semble que lorsque les choses sont présentées comme cela, convenablement, respectueusement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sans faiblesse, bien sûr. Parce que, croyez-moi, personne n'est satisfait de voir ce que nous voyons au Cameroun aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir de circuler. Avez-vous le sentiment que si le président accepte cette porte-là, ceux que vous mobilisez, ceux que vous sensibilisez, vous suivrez être dans un gouvernement peut-être de transition, mais avec le président Biya à la tête de ce genre de gouvernement-là? Oui, mais bien sûr. Attendez, vous connaissez parfaitement, comment on va dire ça, vous connaissez ce fameux épisode, vous qui me brocardiez il y a quelque temps sur mes références en matière d'écriture sainte. Voilà. Laissez-moi donc vous rappeler l'épisode extraordinaire de cet acteur qui s'appelle Joseph, bien sûr, qui s'est trouvé dans des situations de tribulation absolue et qui était en prison quelque part, dans un cachot quelque part, et qui en a été extirpé pour apporter la solution ou plutôt la réponse à des rêves, à des songes que le pharaon de l'époque faisait et qu'il n'arrivait pas à expliquer et que personne ne parvenait à expliquer. Et c'est en fait la solution au problème du pays qu'il a donné, au problème économique du pays qu'il a donné, en expliquant à Pharaon que voilà, le songe que vous avez eu là, ça veut dire ceci, 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 et que pour résoudre ces équations, ces problèmes qui sont des problèmes de nature essentiellement économique, parce que le pays va aller vers une situation de disette et de famine absolue, il faut mettre en œuvre tel type de politique économique. J'essaie de dire les choses de manière ramassée comme ça pour que les gens comprennent. Donc, c'est pour dire que lorsque vous avez ce personnage qui s'appelle Pharaon, qui fait venir un acteur qui sort de prison et qui permet finalement à l'Égypte de l'époque de devenir une sorte d'Eldorado absolument extraordinaire, un lieu de prospérité vers lequel sont retrouvés d'ailleurs ses propres frères qu'il avait vendus à l'époque, n'est-ce pas, à des acheteurs d'esclaves, etc. Eh bien, il me semble que cet homme-là, qui s'appelle Pharaon, eh bien, avait simplement eu la lucidité de poser le bon acte au bon moment pour le bien de son pays. Qu'on fasse la première pause de l'émission. Voilà. On va ensemble suivre un reportage de nos reporters de la rédaction. Cette semaine, un ensemble de femmes politiques et de la société civile ont marqué un temps d'arrêt pour expliquer ou souhaiter un rassemblement massif des autres femmes, afin que le 8 mars prochain, qu'elles s'habillent en noir et qu'elles portent plutôt un temps de réflexion. Permettez que je dise une petite chose. Peut-être qu'on suit d'abord le reportage. On suit le reportage et on reviendra au plan B. Bien sûr. Parce qu'il y a un plan A et un plan B. Allons-y dans le reportage. Bien. The month of March will be a protest month for women across Cameroon. Human rights group Stand Up for Cameroon has called on all Cameroonian women to wear black on the 5 Fridays and make up this month in protest for their fundamental human rights, which is continuously trampled upon. As Cameroonian women, the extreme violence of the patriarchal regime in which we live is reflected in the ever-increasing number of femicides,
sexual violence, domestic violence, kidnapping, economic violence, social violence and political violence to which as Cameroonian women are subjected daily. A February report by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reveals girls, women, including those living with disabilities, widows, are mostly exposed to gender-based violence in crisis-affected regions, which leaves grievous consequences on the physical, mental, and psychological well-being. As we enter March 2024, we, Cameroonian women, hereby declare that our lives are in danger due to sexual and gender-based violence in our homes, in the public space, no adequate response from government. Lives are precarious due to the poor economic management of the country, resulting in constant rising price. Our lives are at risk due to the lack of access to basic services, electricity, water, roads, etc. Unifying women's voice and decrying these ills on a day like the 8th of March will amplify their cause. In 2024, Cameroon will join the world to celebrate the 47th edition of the International Women's Day, a day whose purpose is to remind us of the absolute necessity for women's right for society, and which commemorates the women who fought for those rights throughout history. Men are also called upon to join these women in their fight. Retour sur le plateau avec Olivier Bilan l'a dit, c'est lui qui est un peu l'initiateur de l'ATP, l'Alliance pour la transition politique. On évoque les contours de cette initiative dans la perspective des élections de l'année prochaine. Alors, Olivier Billet, on a évoqué la première hypothèse voilà, de votre initiative. Exactement. Quelles en sont les autres? Alors, Dipita Tongo, l'hypothèse B représente pour nous ce que nous appelons le plan B. Alors, l'hypothèse, ou plutôt le plan B, de manière extrêmement concrète, c'est quoi? C'est que le président Biya, qui est le président du RDPC, chef de l'État, etc., eh bien, ne souscrit pas à notre proposition, qui est une proposition qui se fonde essentiellement sur ce que j'appelle l'intérêt supérieur de la nation. Dans l'hypothèse, donc, il ne souscrit pas à cette proposition que nous faisons, très concrètement au pays, eh bien, nous reprenons comment on va dire ça, notre équipe, l'équipe des acteurs de la transition, l'équipe de l'ATP, de l'opposition, eh bien, nous actionnons immédiatement et sans tarder le plan B, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à nous organiser pour participer à tous les futurs scrutins au Cameroun de manière collégiale et de manière, je dirais, donc il n'y a pas que la présidentielle de manière mutualisée. Ce n'est pas seulement la présidentielle. Ce qui d'ailleurs devrait permettre aux Camerounais de comprendre que nos objectifs ne sont pas des objectifs, je veux dire, égoïstes ou égocentriques, centrés sur un individu ou sur une logique messianique. Nous pensons que ce qui est d'ailleurs le plus essentiel au Cameroun, parce que vous pouvez même réaliser une alternance, sans que le système ne change de manière significative. Absolument. Nous avons donc impérativement, impérieusement besoin de mettre en œuvre ce que nous appelons, je dirais, une logique alternative. C'est d'une alternative dont nous avons besoin au Cameroun. Donc, le plan B nous permettrait donc de mettre en œuvre ce que nous avons appelé le programme de transition. Parce que nous avons un programme de transition qui est en cours d'élaboration. Nous allons donc y travailler de manière plus systématique et de manière plus approfondie avec tous les camarades de la plateforme. Et dans quelques temps, nous pourrons présenter aux Camerounais eh bien, un programme de transition. Nous pourrons également leur présenter une charte de la transition et les institutions de la transition issues de ce que nous avons envisagé dans le cadre du plan B. D'accord. Et quels sont les principaux domaines sur lesquels... Mais je précise quand même, si vous le permettez. Allez-y.
c'est que dans le cas de l'élection présidentielle, bien sûr, parce que les élections à venir au Cameroun, selon le calendrier qui est devant nous, c'est, je crois, février-mars, les élections locales, législatives et municipales. Nous y allions de manière collégiale et de manière mutualisée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines circonscriptions, on choisit les acteurs qui iront. Absolument, c'est-à-dire nous allons mettre en œuvre un certain nombre de techniques, parmi lesquelles la spécialisation par zone géographique, par exemple. Donc il y a des partis politiques qui sont forts ici et qui sont moins forts là, etc. Il y a beaucoup d'autres techniques que nous mettrons en œuvre et que je ne vais pas dérouler ici parce que nous sommes encore dans le temps aussi de la consultation et de la réflexion. Donc nous allons approfondir cela. Alors donc il faut dire cela, n'est-ce pas? Il faut également dire que pour l'élection présidentielle qui est prévue au mois d'octobre 2025, eh bien l'ATP, l'Alliance pour une transition politique au Cameroun, présentera un candidat unique, un candidat commun, un candidat de consensus, selon bien sûr des modalités que nous arrêterons ensemble le moment venu. Donc vous comprenez donc que notre détermination à, comment on va dire ça, à travailler d'abord pour que des idées importantes, des idées en même de changer la nature du Cameroun, l'état du Cameroun, soient mises en œuvre, plutôt que de nous positionner dans une logique qui est une logique messianique. Donc pour nous, l'essentiel, c'est d'abord les idées. D'accord. Et justement, quels sont les domaines qui sont sur la table en ce moment, au moment où vous êtes en train de faire vos consultations avec les autres acteurs politiques? Y a-t-il des sujets précis sur lesquels vous travaillez, le code électoral, que c'est peut-être une démarche, un programme commun, les acteurs qui pourraient animer, les scrutateurs, modalités d'inscription sur la liste? Quels sont les domaines sur lesquels, en ce moment, c'est avant-veille d'année électorale, vous travaillez? Écoutez, moi je veux vous dire la vérité. Le travail que je mène actuellement, qui m'a d'ailleurs amené ici à Douala également, est un travail respectueux des acteurs de la plateforme ATP. Absolument. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune prétention de faire valoir une idée là-dedans, qui est une idée qui m'appartient à moi-même. J'estime que le travail de ce moment-ci, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes, dans le travail, est d'abord un travail de dialogue et de concertation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est dans ce dialogue et cette concertation que je recueille les opinions de mes camarades de l'ATP, dont chacun évidemment peut-être je dirais, un regard particulier sur comment mener cette affaire. Donc, j'en ai rencontré déjà un certain nombre jusqu'ici, mais le travail consiste surtout, cher député Tongo, à obtenir l'accord de participation, l'accord de principe de participation à l'ATP. Ça veut dire que, on peut avoir des défections au cas où, une fois la réflexion entamée, les réflexions poussées, les uns et les autres pourraient en mi-chemin ne pas forcément se reconnaître dans les débats. Non, mais c'est-à-dire que nous allons nous retrouver. Absolument. Comme vous pouvez l'imaginer, les acteurs de l'ATP ne se sont pas encore retrouvés physiquement. Absolument. En totalité. Nous allons nous retrouver physiquement, nous allons nous retrouver virtuellement même, pour avoir des discussions maintenant approfondies sur les sujets, sur des thèmes précis. Vous abordez par exemple des préoccupations particulières qui peuvent... Oui, mais c'est un travail qui doit se faire dans le cadre d'une réflexion collective. Dans le cadre de discussions, dans le cadre d'un grand brainstorming qui va commencer d'ailleurs la semaine prochaine. Ça, je peux déjà vous en donner la primeur de l'information. Première rencontre, voilà. Sera une rencontre avec ce sera une grande rencontre en distanciel, n'est-ce pas, de façon virtuelle, n'est-ce pas, par les mécanismes digitaux. Eh bien, nous allons avoir une première discussion qui sera une discussion une opération de brainstorming, une opération au cours de laquelle aussi les acteurs pourront évidemment, on va dire, se retrouver pour se dire bonjour. Parce que ça aussi, vous savez, ça procède aussi de notre démarche. Nous ne voulons pas une démarche d'imposition. Nous ne sommes pas dans une logique d'oukase. Nous sommes dans une logique véritablement qui se veut fraternelle et qui se veut constructive. À ce stade, vous êtes essentiellement dans une alliance, une plateforme de campagne ou au-delà d'une plateforme de gouvernance? C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque je parlais du plan B, notamment, eh bien, il est question pour nous
d'engager une réflexion qui va également porter sur nos stratégies futures en matière de campagne électorale, en matière, je veux dire, de mobilisation même des Camerounais sur tous les plans. Et donc, c'est cette mobilisation même qui va nous amener à octobre 2025, lorsque l'élection présidentielle aura lieu, ou même lorsque les élections locales auront lieu. Si elles ont lieu en février 2025, ou si elles ont lieu après, nous n'avons pas comment on va dire ça, la possession du calendrier électoral, mais j'ai envie de vous dire simplement que l'esprit que nous voulons imprimer à cette affaire est un esprit de collaboration graduel, progressif, qui doit se faire dans une logique de respect mutuel, en vue précisément j'ai envie de dire, de rebattre toutes les cartes. Parce que vous ne pouvez pas accepter pendant plus de 34 ans une compétition électorale où, voyez-vous, Dipita Tongo, vous avez une des équipes qui est engagée dans la compétition. Je prends l'image d'une équipe de football, enfin d'une compétition de football, où l'une des équipes elle est à la fois bénéficiaire du soutien de l'arbitre central, des arbitres de touche, des officiels du match, on va dire, des acteurs de la VAR, des arbitres qui opèrent au niveau de la VAR, du public qui est dans les gradins, du public qui est même dans les chaumières, etc. Ce jeu politique-là ne permet pas, de manière claire, que nos partis politiques aillent encore aux élections de manière isolée. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Et je crois que nous arrivons à un moment où il y a un consensus autour de cette idée-là. Et c'est bien la raison pour laquelle la transition politique, on va dire, l'ATP rassemble autant d'acteurs qui ont bien compris qu'il nous appartient de faire preuve d'un peu plus d'intelligence désormais, en vue d'aller à tous ces processus, en fait, de construire une action politique qui sera une action, vous avez parlé de gouvernance tout à l'heure. Oui, nous voulons, si vous voulez, structurer cette gouvernance ensemble, nous voulons la penser ensemble, nous voulons la formuler ensemble, et nous voulons la mettre en œuvre ensemble également. Parce que, individuellement, nous avons bien vu que cela ne mène à rien. D'accord. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce sujet. Alors, qui sont les acteurs que vous avez déjà contactés? Qui sont ceux qui, éventuellement, ont déjà marqué leur accord de principe? Qui sont ceux avec qui vous travaillez en ce moment? Et qui sont peut-être les autres acteurs au-delà que vous aimeriez également associer à cette plateforme-là pour mener la réflexion à son terme et qui sait peut-être aller effectivement à ces différents rendez-vous ensemble? Alors écoutez, au risque d'oublier certains noms, ce que je ne souhaiterais pas, eh bien nous avons jusqu'à ce jour fait un travail très intéressant qui, moi, à titre personnel, m'a beaucoup édifié. Parce que, voyez-vous, ces opérations sont également c'est aussi des moments où on apprend des autres. Moi, j'ai appris de mes collègues. J'ai appris de beaucoup de mes collègues pendant ces moments-là. Et j'espère qu'à travers peut-être ma présence, ma modeste présence, certains aient pu également en apprendre un peu. Donc, en ce qui concerne le petit compte-rendu de ce que nous avons pu faire comme rencontre jusqu'à ce jour, s'agissant de ce que nous pouvons mettre dans le registre d'accords de principe, eh bien, et même des adhésions à l'ATP, je peux vous donner quelques indications par rapport à des gens comme Djekam Tchamini, acteur bien connu, avec tout le C3 qu'il traîne derrière lui. C'est un ensemble d'acteurs assez important. C'est pas? Voilà. Nous avons l'honorable président Cabral Dibi. Voilà. Nous avons le bâtonnier Akeremouna, voilà, le professeur Prosper Nkouvendo, voilà, de Ngaoundéré, je lui adresse un petit coucou, l'honorable Joshua aussi, le secrétaire général Balegankot de l'UPC, le président Georges Miniem, voilà, professeur Georges Miniem, qui est en diaspora, le président Célestin Diamène, voilà, bien connu également, Jean-Marc Bikoko, syndicaliste renommé, Denis Emilien Tangana, président du FDC, le président professeur Chanda Tomé, n'est-ce pas? Nous avons également M. Benoît Essiga, un autre syndicaliste de renom. Nous avons le président Samuel Bilon, n'est-ce pas, du mouvement réformateur, n'est-ce pas? Nous avons
Jean-Pierre Djemba, vice-président d'une organisation politique très connue aussi, mais dont le sigle est un peu long. Nous avons également quelques universitaires et citoyens de renom qui, d'emblée, vraiment d'une manière ou d'une autre, ont manifesté leur adhésion à cette dynamique-là. Et je crois que quand vous observez les noms qui ont été présentés ici, dans le cadre de cette première rubrique, vous voyez bien que c'est quand même pas rien. C'est vraiment la crème pour ce qui concerne la classe politique camerounaise. En ce qui concerne maintenant les acteurs déjà contactés par téléphone, WhatsApp ou physiquement, et qui sont montrés favorables au principe de la transition, mais dont la confirmation ou l'infirmation est attendue pour leur adhésion à l'ATP. Je peux vous donner quelques noms également. D'accord. Alors il y a évidemment parmi ces personnes des gens que je vais rencontrer dès demain, après-demain à Douala, le temps de mon séjour ici, et je ne doute pas de ce que beaucoup de noms que je vais citer ici sont des acteurs qui déjà, à travers leur prise de parole médiatique, ont clairement montré leur intérêt pour cette initiative-là. Et vont retrouver le groupe, le premier groupe que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors il y a Henriette Ekwe, voilà, militante de la première heure de l'UPC. Voilà, il y a Madame le maire et présidente de l'UDC, Tomaino Ndamjoya. Il y a Philippe Nanga, n'est-ce pas, société civile. Nous avons le président Sambaka de l'AFP. Nous avons la présidente Kawala, avec qui j'ai abondamment échangé à Yaoundé il n'y a pas longtemps, et qui a également la transition chevillée au corps. Nous avons mon frère et ami Limbi Lobé, n'est-ce pas, que je vais également, voilà, Kautal, que je vais rencontrer demain, avec beaucoup de plaisir. Il y a mon frère Abaka Ousmane May, voilà, que vous connaissez parfaitement bien aussi. Absolument. Et qui est un acteur puissant, n'est-ce pas, du côté du Septentrion là-bas. Voilà, nous comptons beaucoup sur sa participation à cette dynamique. Nous avons M. Hilaire Zipan, qui est très bousculé par ses activités professionnelles, mais que je dois également rencontrer incessamment, avec qui j'ai eu de nombreux échanges déjà au niveau du téléphone. Président du MP. Du MP, mouvement progressiste. Voilà. Il y a mon frère aîné Anissé Ekane, naturellement qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Joseph-Marie Elundu, société civile. Hilaire Kamga de l'autre Orange, avec qui j'ai échangé encore il y a peu à Yaoundé. Nous avons Bandakani, le président Bandakani, que je vais voir également demain, tout est calé déjà. MPCN. Voilà. MPCN. Voilà. Il y a Aboubakar Sidiki, que je vais également rencontrer ici à Douala. Il y a le président Cyprien Olinga. Il y a le président Pierre Kouemo, avec qui j'ai eu également quelques échanges au téléphone. UMS. Voilà. Il est comment on va dire ça? Sa position finale est très attendue aussi. Il y a également un certain Guibaï Gatama, voilà, de vos confrères, que je dois rencontrer à Yaoundé aussitôt que je serai reparti. Et puis, voilà, il y a quand même, en termes de précision, il y a la troisième rubrique, c'est acteurs contactés par téléphone, WhatsApp ou par personne interposée, mais restés silencieux jusqu'à ce jour. D'accord. Voilà. Vous avez là, évidemment, Maurice Kamto, du MRC, voilà, et de la plateforme APC, dont nous allons parler peut-être tout à l'heure aussi. Mais enfin, voilà, si vous voulez, globalement, le tableau. Notre conviction de départ était que il fallait nécessairement faire un travail qui agrège les enfants du Cameroun. Il est préférable que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, chemin faisant, eh bien, se détermine peut-être négativement vis-à-vis de cette proposition. Mais il était important pour moi, dans la démarche telle que je l'ai préconisée, qu'il n'y ait pas d'ostracisme, qu'il n'y ait pas de logique de mise à l'écart de qui que ce soit. Parce que le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun nous appartient à nous tous, il appartient à tous ses enfants. Je ne dis pas que tous ces enfants seront nécessairement dans un gouvernement ou dans ce gouvernement d'union nationale que j'appelle de tous mes voeux. Mais il est certain que lorsqu'il faut faire un gouvernement, il y a évidemment un choix. Il y a une sélection qui doit être faite à un moment donné. Mais il est quand même souhaitable qu'il y ait une représentativité la plus large possible, n'est-ce pas, du peuple du Cameroun. Avant peut-être de prendre le deuxième reportage. Tout à l'heure, dans l'hypothèse A, oui, vous songiez au président de la République.
Si ça marche pas, vous êtes allé à l'hypothèse B. Dans cette hypothèse B, Exactement. envisagez-vous collaborer avec qui c'est peut-être les acteurs du parti au pouvoir qui seraient sensibles à votre démarche, qui se diraient une transition, pourquoi pas? Est-ce que les cas du RDPC qui seraient intéressés pourraient vous rejoindre? Dans le cas du plan B? Dans le cas du plan B, évidemment. Écoutez, vous savez, c'est une question qui est difficile. Nous ne l'avons pas encore discuté. D'accord. Nous ne l'avons pas encore débattu avec les camarades de l'ATP. Je ne voudrais donc pas prendre, comment dire, formuler un avis définitif ici, ou un avis qui engage toute l'ATP, au risque bien sûr de, je dirais, d'embarrasser mes camarades. Donc, je crois que c'est une question intéressante que j'intègre immédiatement dans mon agenda et que nous allons évidemment discuter dans les prochains jours. On verra bien cela. N'allez pas dire que j'ai contribué à votre initiative. Je garde ma neutralité. Quel mal y a-t-il à cela? Quel mal y a-t-il à cela? Vous êtes un citoyen camerounais. Je garde mon rôle de journaliste. Prenons donc ce deuxième reportage, une activité parlementaire. L'honorable Élise Pokosi-Ndoumbe a rendu compte de ses activités au Parlement sans, du moins, en ayant en appui des dons à la faveur de populations de sa circonscription électorale. Suivez plutôt. Ce n'est plus un secret, la fonction publique ne peut pas absorber tous les diplômés des écoles et autres centres de formation. Face à ceci, l'auto-emploi est préconisé. Mais je voudrais dire aux jeunes que c'est vous qui êtes l'avenir de cette nation. Nous, notre vie est derrière. L'État, écoutez-moi bien, a mis en place plusieurs programmes pour vous accompagner. Tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas vous laisser distraire, d'être à l'écoute, d'être vigilant. Donc vous devez savoir saisir cette opportunité. C'est dans ce sens que l'honorable Élise Pokosi-Ndoumbe a organisé un échange autour de plusieurs thèmes, parmi lesquels l'auto-emploi ou encore le développement local et participatif. À mon avis, notre pays est confronté à 3 défis majeurs. La paix, le développement économique, le bien-être des populations. Parce que tout ce que nous mettons en place, tout ce que nous faisons pour notre développement économique, ne l'oubliez jamais, in fine, c'est pour le bien-être des populations. Quoi qu'on dise, on y pense. Et c'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous sommes ici. Parce que c'est le but final, le bien-être des populations. Les populations de Ndokhem, c'est à PK12, dans le 5e arrondissement, ont bénéficié des expertises en décentralisation et développement local et de l'économie sociale et solidaire, non sans parler du rôle du député. Au-delà de son rôle de législateur et de contrôle de l'action du gouvernement, le député se positionne comme un intermédiaire entre vous, les populations, et l'exécutif. C'est dans ce sens que nous faisons des plaidoyers auprès du gouvernement pour porter à leur attention aux différentes doléances. L'activité parlementaire de la députée RDPC Vouri-Est s'est achevée par la remise de quelques dons aux différentes associations de cette zone présentes à cet événement. Olivier Billet, je vois bien votre optimisme à partager votre plan, votre initiative avec nos téléspectateurs. Mais très sincèrement, quelle que soit la forme, quelle que soit, je veux dire, la grandeur du rassemblement ou des personnalités que vous mettrez autour de l'ATP, pensez-vous sincèrement qu'avec le système actuel, système électoral, de l'inscription jusqu'à la proclamation, et qui c'est peut-être le contentieux et la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, avez-vous le sentiment que un adversaire au RDPC pourrait lui faire perdre des élections? Alors avant de répondre à votre question, vous me permettrez juste en quelques secondes, permettez-moi simplement de dire que par-delà la liste d'acteurs que je viens de vous présenter, au sein de l'ATP, nous demeurons ouverts. C'est une main qui demeure tendue à tous les autres acteurs, notamment de l'opposition, qui souhaiteraient nous rejoindre. Ça, c'est quelque chose que je voudrais rendre extrêmement clair pour insister sur le fait que chez nous, il n'y a aucun ostracisme, il n'y a aucun rejet, il n'y a aucune discrimination.
Maintenant, je réponds à votre question en disant que Dipita Tongo, nous avons eu malheureusement souvent chez nous, si vous voulez, une culture politique qui est une culture politique essentiellement défaitiste, profondément pessimiste. A raison sans doute, parce que il faut bien dire que, je dirais, le landscape, l'environnement politique qui nous a été servi au Cameroun depuis au moins les années 90 n'est pas un environnement facile. En réalité, du point de vue de la construction démocratique, le Cameroun ne peut pas être considéré comme un pays normal. Nous sommes donc dans une situation d'anormalité fondamentale qu'il faut nécessairement adresser et à laquelle il faut apporter une solution crédible. Alors, ce que moi je voudrais vous dire, ce que je voudrais dire aux Camerounais, dans ma posture de foyiste, c'est-à-dire dans la posture d'un acteur essentiellement enthousiaste, optimiste par nature, c'est que, au fond, c'est souvent même, si vous voulez, ou plutôt l'adversaire même, veut que très souvent nous demeurions dans une posture pessimiste, défaitiste, et que nous considérions le jeu politique qui nous sert comme une sorte de, j'ai envie de dire, de mur de Jéricho infranchissable. Mais moi j'ai envie de vous dire que dans le fond, il y a lieu de considérer qu'avec la proposition ATP, il y a lieu de considérer que le peuple camerounais est à nouveau entré en allégresse. Moi, les rencontres que je fais avec les gens, dans la rue, dans les bureaux, etc., en tout cas, ce sont des rencontres qui me permettent de penser qu'il y a en réalité il y a une espérance nouvelle qui est née avec cette idée d'ATP-là. Les gens sont optimistes. Et je veux dire ici sur votre plateau, souhaiter même que cet optimisme-là soit boosté, qu'il soit multiplié de manière exponentielle, parce que, qu'est-ce qu'il faut dire au fond? Lorsque vous avez un peuple qui retrouve de l'espoir, qui retrouve une opportunité, une possibilité de sortir de l'ornière, une opportunité de sortir des difficultés dans lesquelles il était englué, ce peuple-là peut lui-même devenir demain le carburant le plus essentiel permettant de résoudre ce qui semblait hier insoluble. Je suis convaincu que demain, avec le front de l'ATP tel qu'il se structure, avec les visages que je vous ai mentionnés, il y a très clairement, si vous voulez, une sorte d'exaltation nouvelle qui se met en place au Cameroun. Et si nous avons l'intelligence de la maintenir, croyez-moi, à l'horizon de 2025, il est certain que nous aurons changé la psychologie générale de notre pays et nous aurons fait de ce pays un environnement où les gens croient que oui, demain peut être absolument enthousiasmant. Demain peut être agréable et que le Cameroun peut être transformé en un pays bien au-delà de ce qu'on trouve à Dubaï, bien au-delà de ce qu'on trouve à Singapour, à Taïwan et dans tous ces pays, en tout cas ces pays émergents que nous admirons tant. Le Cameroun dispose d'un potentiel absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui lui manque simplement? Il lui manque juste le catalyseur qui permet que ses enfants, les meilleures intelligences de ce pays, mises bout à bout, eh bien, mettent en œuvre cette dynamique, cette espèce de machine inarrêtable, puissante, qui va permettre que nous fassions de ce pays un Eldorado absolument introuvable ailleurs dans le monde. Olivier Billet, votre alliance vient en appendice, voire en concurrence avec notre initiative de rassemblement des acteurs politiques et de la société civile, on en a parlé tout à l'heure, l'APC, lancée par Jean-Michel Nitieux, pour laquelle il a déjà désigné un candidat pour tout au moins l'élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto, président du PCRN. Avez-vous des appréhensions? Pardon, du MRC. Avez-vous des appréhensions? Écoutez, vous savez, moi je veux simplement vous répondre en vous disant que dans la vie, on peut faire des choix. Chacun a la liberté de faire ses choix. C'est d'ailleurs tout le sens du libre arbitre qui nous a été, n'est-ce pas, concédé par le Tout-Puissant. Donc, bien évidemment, Jean-Michel Nitieux s'est engagé dans cette voie-là, qui pour moi n'est pas la bonne voie. Permettez-moi d'invoquer ce latinisme que j'aime beaucoup, qui prescrit, qui dit, enfin, il dit « errare humanum est, sed perseverare in errorem diabolicum ».
Comme pour dire que si l'erreur est considérée comme humaine, c'est la persistance dans l'erreur qui peut être considérée comme critiquable, condamnable. Voilà, je préfère dire les choses comme ça. Donc, il me semble que nos frères de l'APC peuvent retrouver la voie de la raison. Parce que vous estimez qu'ils sont perdus. Il me semble quand même que, à l'épreuve des faits, eh bien, il y a quand même pas une forte adhésion. Je veux dire, on n'a pas l'impression que les acteurs courent derrière l'APC, me semble-t-il. Mais je veux garder... Est-ce que c'est la course au nom des acteurs qui crédibilisent votre mouvement et discréditent le leur? Est-ce que c'est pas dans le fond les stratégies mises en place qui devraient pouvoir... Jean-Michel Nitié a un argument. Il dit, quand on regarde le mouvement politique aujourd'hui au Cameroun, s'il y a un adversaire au candidat du RDPC qui mobilise les populations, dont les militants sont en prison, qui critiquent au quotidien, c'est bien des éléments qui sait peut-être être en faveur du choix de l'APC. Je crois quand même que c'est des arguments qui me paraissent bien spécieux et beaucoup trop légers pour être pris en compte. Moi, je ne veux pas engager de polémique avec nos amis de l'APC. Ce sont des amis, ce sont des frères du Cameroun et je considère qu'il n'y a pas d'adversité particulière à entretenir avec eux. Simplement, lorsque vous avez une dynamique, parce que nous sommes quand même dans un processus de démocratisation, et nous voulons la démocratie au Cameroun, c'est bien cela. Bien sûr. Et on nous a parfois dit que la démocratie, c'était quand même cette dynamique où le plus grand nombre se manifestait. Bien sûr. Il me semble que s'il y a le plus grand nombre à l'ATP, c'est bien la preuve que tout de même, la vérité peut se trouver quand même un peu de ce côté-là. Et donc, lorsque vous avez quand même un front, Dipita Tongo, dans lequel vous retrouvez des figures essentielles de notre scène politique, telles que, comment on va dire ça, je vais citer les acteurs, peut-être pas les partis politiques, tels que Cabral Libi, Joshua aussi, Prosper Nkouvanda, Akere Mouna, et vraiment tous ces autres acteurs que je vais, Jean-Marc Bikoko, Benoît Essiga, et Tessera, Denis Emilien Atangana, ils sont nombreux, ils sont tous là. Et je vous ai dit que la dynamique, la plateforme va j'ai envie de dire, se muscler davantage sur le plan numérique lorsque j'aurai achevé les consultations de Douala. Parce qu'à ce moment-là, je suis convaincu que tous les autres noms de Douala que je vous ai mentionnés tout à l'heure vont rallier l'ATP, très clairement. Parce que chacun de nous constate parfaitement bien que dans une logique isolée, ou alors dans une logique considérée comme lilliputienne, c'est-à-dire faible sur le plan de la représentativité, eh bien, le peuple lui-même ne réfléchira pas deux fois. Le peuple ne peut se manifester favorablement qu'en faveur d'un front qui est un front large. Et la largeur du front est d'autant plus importante que, je vous l'ai dit, nous avons l'intention de mutualiser, de nous solidariser dans le cas d'élections locales. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de voir le pouvoir exécutif, c'est aussi de se dire que pour apporter des solutions aux Camerounais de manière, avec une certaine proximité là où ils se trouvent, il est bon que nous prenions le contrôle des mairies. Il est bon que nous prenions le contrôle du Parlement, etc. Tout à l'heure, vous citiez le professeur Maurice Kamto comme étant l'un de ces acteurs que vous avez essayé de contacter, mais pour lesquels les acteurs, vous n'avez pas encore de retour à ce jour. C'est ça. Avez-vous essayé de contacter Jean-Michel Nitié? Quelle a été sa réponse? J'ai envie de vous dire que lorsque j'ai essayé de contacter Maurice Kamto, y compris par son vice-président, qui est un de mes bons amis, Maître Emmanuel Sim, à qui j'ai clairement fait comprendre que mes coups de fil n'aboutissaient pas, les messages WhatsApp ne recevaient pas de réponse, etc. Et que je lui ai demandé très clairement d'arranger un rendez-vous et que le silence de mon ami, Emmanuel Sim, je vous dis, c'est mon ami. Nous avons de bons rapports, lui et moi. J'ai bien compris que c'était difficile pour lui de me dire que, voilà, il n'y avait peut-être pas de réponse favorable pour le moment. Pour le moment, je veux le croire. Donc, voyez-vous, à partir de ce moment-là, parce que dans le fond, Jean-Michel Nitié, il propose qui?
il ne se propose pas lui-même. Donc, il me semble que l'acteur important du côté de l'APC, c'est Maurice Kamto. Donc, il me semble que si il n'y a pas un retour du côté de Kamto, il ne sert à rien de contacter Jean-Michel Nietzsche. Est-ce que justement, cette forme de friction, il faut dire un mot tel qu'ils sont, parce que vous le dites avec insistance, quand vous regardez les acteurs qui sont autour de vous, si on élargit aux acteurs qui sont à l'APC, c'est pratiquement tout le gratin de l'opposition camerounaise et de la société civile qui est un peu... Quitte à l'ATP. Non, je veux dire que quand on regarde les deux ensemble, Oui. c'est pratiquement tout ce qu'on a sur la place publique comme acteur majeur politique Absolument. et acteur majeur de la société civile. Exactement. Alors, cette forme de scission, si on peut le dire comme ça, dans ce mouvement de l'opposition, n'est-elle pas justement pour fragiliser l'opposition? Est-ce que ce n'est pas l'un des éléments qui pourrait conforter le président Biya et se dire finalement, regardez, le peuple, ces gens-là, ce n'est pas forcément votre bien qu'ils souhaitent, c'est davantage... Non, vous savez, le peuple n'est pas... Le peuple n'est pas... Le peuple n'est pas... Quel est cet élément qui fait que ce soit vous, hein, ou ceux qui sont autour de vous et en face, qui fait que depuis 92, pratiquement à toutes les élections, il arrive toujours au moment où chacun, ou du moins les principaux blocs, prennent leur chemin et on sait l'impact que cela a au sein de l'opinion. Ce qu'il faut dire d'Ipita Tongo, dans le fond, c'est que l'activité politique, elle est dynamique aussi. Hein. Absolument. Vous savez, les gens qui s'engagent en politique, ce n'est pas toujours les gens les plus faciles. Absolument. C'est des gens qui ont des convictions, des gens qui ont une certaine conception du monde, qui ont une certaine représentation de la société. Un certain vécu. Un certain vécu. Et c'est même des gens qui veulent imprimer une certaine orientation à la société. C'est pour ça qu'on parle d'idéologie dans le cas des formations politiques les plus pertinentes. Vous comprenez cela? Et donc, vous n'allez pas imposer nécessairement à des gens comme ça quelque chose qui relève de votre pensée à vous. C'est normal que vous trouviez là des gens avec des opinions extrêmement chevillées au corps. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que dès 92 déjà, chacun sait que malgré la grande union pour le changement, il y avait déjà, y compris dans le camp de l'opposition, d'autres candidatures. Ce n'était pas un face-à-face entre le pouvoir et l'opposition. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu également, comme vous le signalez, un certain nombre de tentatives en 2004, naturellement, on ne va pas refaire l'histoire. D'ailleurs, je crois que l'épisode 2004, bon, moi je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, ça ne sert à rien du reste, mais chacun sait que ça ne s'est pas bien passé. Et je pense qu'après 2004, il n'y a plus de véritable initiative en la matière. Il y a eu tentative en 2018. Il y a eu une tentative en 2018, mais on sait bien que les choses n'ont pas été véritablement au niveau de ce qu'on aurait espéré. Nous avons la chance d'être aujourd'hui en mars 2024. Nous avons encore un peu de marge en termes de temps pour mettre en œuvre quelque chose qui soit fructueux pour le Cameroun. Parce que, voyez-vous, la situation de notre pays est quand même catastrophique. Elle est catastrophique, elle est difficile. Elle est difficile, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur le plan social, il faut voir ce que les Camerounais vivent. Sur des thèmes ou sur des questions telles que l'approvisionnement en eau. Sur des questions telles que comment on va dire ça, l'environnement urbain. Vous dites que vous avez encore du temps, mais je veux dire qu'au regard de l'environnement, au regard des enjeux, au regard des acteurs, au regard des électeurs, qui de vous deux doit se saborder et qui sait peut-être rejoindre l'autre bloc? Comment ça? Vous pouvez reprendre cette question? Je dis que les électeurs camerounais sont plus naïfs. Oui. Ils connaissent ces acteurs. C'est ça. Vous êtes entrés chacun... il y a deux blocs aujourd'hui, au sein de l'opposition, deux grands blocs, qui prétendent... Oui, on peut le dire ainsi. Si on peut parler de deux blocs, enfin bon, c'est quand même... En fait... Ça me paraît quand même un peu excessif. Il y a un bloc, en fait. Voilà. Il y a un bloc... considéré par l'APC. Puis il y a... Et il y a l'APC. Il y a une... Enfin, bon, il y a 2-3 personnes. Il y a un bloc, véritablement, qui est là. Et je crois que, encore une fois, il n'est pas question pour moi de sous-estimer ou bien de, j'ai envie de dire, d'avoir un discours désobligeant vis-à-vis de qui que ce soit. Mais la je veux que nous en arrivions, d'Ipita Tongo, à prendre conscience des vrais défis du Cameroun et à considérer que nos petits projets personnels, nos petits égos personnels doivent être mis de côté. Justement, la question de fond est la question qui engage comment éviter les erreurs du passé. Comment éviter les erreurs du passé où, à la dernière minute,
ce dont on pensait qu'ils pouvaient capitaliser l'électorat, mobiliser autour d'eux, se sont divisés alors que s'ils restaient en bloc, s'ils restaient ensemble, en face, il y aurait peut-être une défaite. La méthode, elle est simple. La méthode, c'est qu'il faut simplement continuer à agréger, à tenir un discours d'agrégation, un discours de regroupement. C'est de ça qu'il est question. Nous n'allons pas cesser, et nous ne cesserons jamais, de tenir ce discours-là. Tous les acteurs qui font partie de l'ATP aujourd'hui, nous avons des éléments de langage qui vont dans le sens de la recherche, de l'agrégation, mais surtout de l'agrégation dans le respect des uns et des autres, de l'agrégation dans le respect des modalités d'Ipita Tongo, qui seront arrêtées d'accord partis sur la manière de nous organiser pour aller aux élections, si jamais cette hypothèse-là est celle-là qui l'emportait. D'accord. Allons de nouveau à la régie pour prendre cet autre reportage. Il s'agit de la mobilisation des ambassadeurs de l'Union européenne qui, depuis quelques jours déjà, ont traversé les villes du Cameroun, le littoral, le sud-ouest. Et ici à Douala, on a retenu l'étape de la Chambre de commerce de l'industrie des mines de l'artisanat où ils ont rencontré les acteurs du secteur privé. Suivez plutôt. Reinforcing cooperation ties between the European Union and the Cameroon private sector is the reason behind the visit of 6 EU ambassadors to the Cameroon Chamber of Commerce, Mines and Industries on Thursday, February 29. There are 6 ambassadors here, the Belgium led by the ambassador of the European Union. It's a great sign that they are here not just to talk, but they want to engage the Cameroon enterprise sector. And coming to Douala, which is really the capital of business in Cameroon, it's a sign that they, and coming to the chamber in particular, the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Craft in particular, it's a sign that we are here on a better day with a better future to look at. Discussions have ensued on how both entities can collaborate to build their respective economies. Through this partnership, private businesses are assured of training, access to finances, amongst other things. What we were seeing last week in the EU Cameroonian Business Week was really to try to develop, for example, new financial tools, guarantees, to guarantee the access of small companies to credit. Second issue is the issue of training and formation, and we spoke a lot about that. A legal framework has been set up by both parties to ensure fair trade. If a businessman, an investor, it's not just a foreign investor, but even local investors want certainty and guarantees and so on. And talking about guarantees, one of the things the European Union, the European Development Agency institution is actually here, the Development Bank. Yes, the amounts of money they can guarantee and the numbers are quite big, but they work with the local banking sector, the financial institutions locally, to see how effectively funding and access to funding can be made real for the Cameroon enterprise sector. Since the Interim Economic Partnership Agreement approved in 2013, the EU has been Cameroon's leading trade partner. Exports from the Central African country directed towards the European markets are estimated at 47%, with imports accounting for over 30%. Olivier Bellier, combien de temps vous êtes-vous donné dans le cadre de votre plateforme, l'ATP, pour aboutir à une forme de protocole de fonctionnement, une forme de pour arrêter vos idées, une forme de plan d'action? Vous dites, c'est jusqu'à quel moment? Écoutez, nous travaillons. Nous travaillons. Sans regarder la montre. Oui, si, nous regardons la montre quand même, parce que, bon, il y a des échéances qui nous attendent. Absolument. Nous n'avons pas éternité pour nous, mais je puis vous dire que l'un des objectifs qui nous préoccupe en ce moment, c'est celui qui concerne, si vous voulez, cette grande opération de lancement, cette grande conférence populaire de lancement de l'ATP, qui se fera naturellement en invitant le peuple du Cameroun, le public camerounais, pour leur expliquer finalement les éléments de la démarche que nous aurons arrêtés. Je pense que techniquement, à l'horizon du mois d'avril, avant la fin du mois d'avril en tout cas, nous aurons cette grande rencontre. Avril 2024. 2024 en effet. Il est important pour nous en effet
quand même de travailler vite, mais de travailler bien. Parce qu'il ne faut pas non plus être dans la précipitation. Il y a des choses qui nécessitent que les choses soient menées, faites de manière progressive. Mais voilà un peu, pour vous donner une perspective en termes temporels. Voilà. Alors, quels sont les éléments de discussion donc, qui sont sur la table? Qu'est-ce que vous dites? Quel est le contenu? De quoi parliez-vous lorsque vous vous rencontrez? Les arguments qui c'est peut-être pour convaincre les autres, les éléments sur lesquels vous vous échangez pour que, enfin, vous trouviez une démarche commune. Alors, écoutez, nous avons quand même, si vous voulez, nous faisons valoir l'idée selon laquelle, dit Peter Tongo, la transition entendue comme une parenthèse politique de 2 à 3 ans, voyez-vous, est un moment essentiel au cours duquel il sera important pour nous d'envisager, si vous voulez, de gouverner le pays avec l'objectif essentiel qui est celui de modifier, de changer le cadre structurel du pays, de modifier l'environnement institutionnel, de modifier évidemment la loi électorale, bien évidemment. On y viendra. Mais la loi électorale, le problème électoral chez nous, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a des éléments de goulot d'étranglement infiniment plus rédhibitoires, infiniment plus contraignants que le code électoral. Donc, nous considérons que, d'ailleurs, depuis 1992, il y a un certain nombre de réformettes qui ont été opérées sur le code électoral, mais qui n'ont pas permis véritablement de régler la question d'une compétition électorale digne de ce nom dans ce pays. C'est bien la preuve qu'il y a des éléments infiniment plus redoutables. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré ce texte de plaidoyer, dans lequel nous disons, par exemple, que pour ce qui concerne le programme de transition, les éléments qui nous semblent les plus essentiels et qui pourraient nourrir nos réflexions à venir, eh bien, ils sont rédigés, ils sont présentés sur 10 points à peu près. Permettez-moi de vous les présenter, puisque vous m'avez posé la question au moins 2 fois déjà. Il y a d'abord, pour ce qui concerne ce programme de transition, ce qu'on pourrait inscrire dans le cadre d'un chapitre 1 qui porte sur l'idée le thème de rebâtir l'homme, reconstruire l'homme camerounais, c'est même précisé, l'homme camerounais. Parce que comme vous le savez, nous avons un problème essentiel et fondamental avec l'homme camerounais, les mentalités dans notre pays. Comprenez cela? Vous pouvez tenter de mettre en œuvre toutes les réformes que vous voulez, si vous n'avez pas un minimum d'idées précises permettant d'améliorer la psychologie générale de l'homme camerounais, vous perdez votre temps. Donc il y a ce chapitre 1 qui est intitulé « Rebâtir, reconstruire l'homme camerounais ». Chapitre 2, c'est les institutions et la vie publique. Et la vie publique. Donc là-dedans, nous allons évidemment aborder la question des institutions de transition, la charte de la transition, la modification de la Constitution, etc., etc. Les états généraux de la nation qu'il faudra organiser, bien évidemment. Voilà. Il y a ce que nous mettons dans le chapitre 3 qui porte sur le système politique. Le système politique. Est-ce que le système politique que nous avons aujourd'hui nous satisfait? Est-ce que le modèle de démocratie quasiment ethnique dans lequel nous sommes engagés, est-ce que c'est pertinent? Je ne le pense pas. Parce que le modèle démocratique dont nous nous sommes inspirés, venant des grandes démocraties du monde, eh bien, est plutôt un modèle de démocratie qui met davantage l'accent sur les idées. Je dirais sur ce qu'on appelle les courants de pensée, les familles de pensée. Donc il me semble que, dans le cas des États généraux de la nation, il faudra bien que nous inscrivions cet élément à l'ordre du jour afin de reconfigurer notre démocratie, de la restructurer pour qu'elle soit désormais inscrite dans une logique de courants de pensée qui s'affrontent et non plus de tribus qui s'affrontent. Voilà. Donc il y a, au chapitre 4, nous avons la compétition électorale. Il y a évidemment de très nombreuses réformes qu'il y a à faire à ce niveau-là. Sur l'élection présidentielle, par exemple, il y a beaucoup de propositions qui vont dans le sens de, voyez-vous, mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une fois, le mode de scrutin, qui devrait être un scrutin à 2 tours, par exemple, etc., etc. Le bulletin unique, enfin, on connaît à peu près, il y a beaucoup de propositions qui ont déjà été faites ici et là sur cette thématique-là. Vous avez le chapitre 5 qui lui porte sur la refondation du système judiciaire. Notre justice est profondément malade, il faut absolument la refonder, y compris avec, certes avec nos idées à nous, mais aussi avec des idées qui viendront de certains experts. Voilà. Donc, il y a
également, alors, vous avez le chapitre 6 qui lui porte sur la problématique de la souveraineté, la culture, l'unité et l'identité nationale. Nous sommes un pays qui n'est pas encore indépendant, dit Peter Tongo. Il faut que les Camerounais comprennent très clairement que nous avons besoin de faire accéder d'abord notre pays au statut d'État normal. Tant que vous n'avez pas encore atteint le statut de normalité sociétale dans votre État, vous allez avoir tous les problèmes du monde. On ne peut pas être un pays en 2024 qui s'appelle le Cameroun et qui, on va dire, ne réfléchit pas aux questions sérieusement à la problématique d'une monnaie indépendante et souveraine, qui ne réfléchit pas à la problématique essentielle, pourquoi pas, d'une langue nationale et souveraine qui permettrait de résoudre les questions de tribalisme, etc., qui polluent notre environnement national, etc. Donc, vous avez enfin, et j'en finirai, le chapitre 7, les crises politiques et sécuritaires, la problématique du NOSO, bien sûr, il faut résoudre sans délai le problème du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et à ce niveau-là, nous avons également des acteurs qui ont de très abondantes solutions que nous allons appliquer. Vous avez le chapitre 8 qui porte sur, je reviens là-dessus évidemment, sur la monnaie et l'économie, déjà abordé un peu plus haut. Le chapitre 9 qui porte sur le social et les infrastructures. Voilà. Et puis enfin le chapitre 10 qui lui va porter sur la diplomatie et les relations internationales. Comment... Voilà un peu, si vous voulez, regarde tout cela donc. quelques idées, hein, c'est quelques idées qui pourront évidemment être enrichies par celles d'autres acteurs. Dans la même mouvance de ces idées, comment désignez-vous donc les différents candidats aux élections de proximité municipales et qui c'est peut-être législatives, mais surtout les candidats à l'élection présidentielle? Quelles sont les idées que vous mettez sur la table, qui c'est peut-être pour partager avec les autres? Oui. Non, sur les élections locales, vous savez bien qu'il y a quelques initiatives de mutualisation qui ont souvent été faites sur la terre du Cameroun en matière électorale, hein, et que même ici, sur le territoire du littoral, on a vu des choses intéressantes se faire entre notamment l'UDC et quelques partis de l'opposition, tels que je crois le MP à une certaine époque, et TCRA. Voyez-vous? Donc, il s'agit simplement de considérer que les partis investis, engagés dans le cadre de l'ATP, eh bien, se concertent pour que des choix pertinents de circonscription soient faits par les uns et les autres. Et que nous allions dans une logique où on essaie d'accorder la primeur de l'investiture à la formation politique qui a le plus de chances de gagner, quelque part. Ça veut dire clairement que si à Douala-Premier, vous avez, je ne sais pas moi, 5 partis qui sont présents, territorialement parlant, eh bien, on va considérer que on va concéder la participation, l'investiture à un des partis de la plateforme, qui, lui, pourra évidemment inscrire également, comme si c'est une élection municipale, dans sa liste, évidemment, intégrer des acteurs des autres formations politiques et avoir un ticket absolument gagnant pour cette élection-là. Et il s'agira simplement de multiplier ce type de mutualisation dans un maximum de circonscriptions à travers le territoire national. Donc, il y existe d'autres techniques. Ce n'est pas le lieu pour moi ici de dévoiler tout, parce que dites-vous quand même que nous avons des adversaires en face, on ne va pas tout dire devant les caméras de télévision. Voilà, donc il y a, du point de vue de l'élection présidentielle, aussi des techniques de mutualisation. Ce n'est pas du tout le même type de situation, c'est vrai, mais il est clair que pour la présidentielle, nous avons l'obligation d'avoir un seul candidat, là pour le coup. C'est un seul. Voilà. Le candidat de transition, c'est quelqu'un qui est là pour diriger le pays pendant cette parenthèse-là. Voyez-vous? Vous voyez bien que ce n'est pas un gouvernement long, ce n'est pas un mandat ordinaire. Donc du coup, ça peut être même une position qui n'est pas très tentante pour beaucoup. Alors, et que répondez-vous à ceux-là qui pensent, et c'était un peu le titre, vous titillez aussi, oui. de la fiche annonce, qui pensent que vous faites le jeu du cheval de Troie, dans ce sens que vous serez dans l'opposition, celui qui fragiliserait le mieux les forces de l'opposition qui pourraient éventuellement faire face au président Biya. Et non, ce serait évidemment... c'est un argument qui ne tient pas 2 secondes, tout simplement parce que... D'ailleurs, avant d'y répondre, je voudrais simplement vous dire que pour la présidentielle, le choix d'un candidat commun et unique est quelque chose qui n'est pas difficile à mettre en œuvre. Nous avons aussi plusieurs modalités qui peuvent être mises en œuvre, et notamment la modalité du choix consensuel même qui peut se faire.
Voyez-vous? Donc, on peut parfaitement se retrouver à 50, 100 personnes dans une salle et décider que, voilà, à travers un bout de papier, eh bien, chacun choisit qui, parmi nous, est la personne qui pourrait mener cette affaire-là. Vous voyez bien que c'est une modalité qui serait, d'ailleurs, tout à fait correcte, dans la mesure où elle ne ferait entorse à personne. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, je dirais simplement que si j'avais été dans la logique du cheval de Troie, ça se saurait quand même, dit Peter Tongo. Il me semble que ceux qui ont fait le choix de retrouver le régime dans son statut de cambusier, eh bien, ont eu une place. Mais ceux-là, c'est après l'élection qu'on le découvre. Hein. Je veux dire qu'avant l'élection, ils ont aussi de beaux rôles dans le jeu du rassemblement de l'opposition, dans le jeu d'une opposition dynamique qui veut en finir. Non, ce serait quand même très gros. Ce serait très gros, non, du tout. Au contraire, vous savez, moi je suis vraiment, vous savez, j'ai fait l'expérience politique au Cameroun à toutes les élections, depuis 2011. En 2011, ma formation politique, qui s'appelait à l'époque l'UFP, a été candidate. Et j'ai été investi comme candidat de ce parti. J'ai réalisé un score de 12e sur 23 candidats. Ça m'a permis d'apprendre et de progresser. En 2013, nous avons investi quelques listes aux élections municipales. Eh bien, nous avons eu la grâce, la faveur du Tout-Puissant, d'avoir une victoire absolument providentielle à Yabassi. Vous en savez quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que nous avons poursuivi ce chemin, travaillé sans cesse, à travers écrits, à travers action de terrain, etc., pour arriver en 2018, où véritablement, je peux dire que nous n'avions pas la préparation nécessaire pour aller à cette élection. Et nous avons simplement, nous en sommes retirés, et puis nous avons continué le travail, étant entendu que nous étions bien conscients de ce que le moment n'était pas encore venu pour qu'une logique, une dynamique d'alternance puisse se réaliser au Cameroun. En 2020, nous sommes repartis à la charge lors des élections locales, où nous avons investi encore, je crois, 4 listes à l'élection locale et une liste à l'élection législative. Et vous voyez bien que à ces élections-là, nous n'avons presque rien glané. Pour ne pas dire, nous n'avons rien glané. D'accord. Et cela ne nous a pas découragés. Cela montre très clairement, dit Peter Tongo, que lorsque nous décidons de changer de dénomination politique en 2021 pour partir de l'UFP vers les libérateurs, nous comprenons qu'en fait, la vie politique est dynamique, en fait. C'est-à-dire que c'est une course de fond. C'est une course de fond. Si vous y allez en étant pressé, en étant dans la logique de l'acteur qui, lui, veut, on va dire, aller à la soupe rapidement, vous allez vous essouffler très rapidement. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, je suis un acteur qui est habitué aux courses de fond. C'est une course de fond et une course de soupe? De fond. D'accord. La course de fond ne peut pas être une course de soupe. D'accord. Celui qui veut à la soupe est pressé d'y aller et on voit bien souvent qu'il ne court pas longtemps. Il a immédiatement envie de boire la soupe ou de boire un peu d'eau à côté. C'est livré rapidement. Donc, vous voyez bien que nous sommes demeurés constants, nous sommes demeurés fermes dans notre posture et nous n'avons jamais cessé de proposer au pays les bonnes idées qui permettent de transformer l'environnement politique camerounais de manière radicale. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Aussi longtemps que le Cameroun n'aura pas été transformé puissamment pour devenir une puissance en Afrique, pour devenir une puissance dans le monde, je ne cesserai jamais de travailler, jusqu'au dernier souffle. On va prendre le dernier reportage, il va nous rester environ 5 minutes et on va conclure l'émission. Parlons évidemment de cette décision qui met un terme au contrat de Rigobert Song, le manager sélectionneur de l'équipe nationale cette semaine. Rigobert a donc été prié de plier bagage simplement pour résultat insuffisant. L'annonce a été faite, on en a profité pour refaire un peu son bilan. Absent from the media space since Cameroon lost to Nigeria in the Africa Cup of Nations, Rigobert Song has resurfaced, this time at the office of the Prime Minister, to discuss the situation of the Indomitable Lions, his proposed reconstruction strategy, and eventual solutions after a streak of failures in international competitions. The meeting, set on Tuesday at the Prime Minister's office, had in attendance the entire technical and administrative staff of the national team and the president of the Cameroon Football Federation. Echoes coming from the said sitting indicate Song's tenure as trainer ends today, February 28, and will not be renewed.
An open call has been made for candidates to vie for this post as replacement for the legendary defender. Other reports suggest the affairs of the national team has been assigned to the Ministry of Sports for the time being, with John Gote requesting clarity on some aspects relating to the Lions, like the contract involving kit manufacturer Wano Sports. Today, February 28, marks 2 years since Song was appointed as head coach. In 23 matches, these 2 times AFCON winners had 6 wins, 8 draws and 9 defeats, a record incomparable to his predecessor's 14 victories in 24 games. Rigobert Song is credited with qualifying Cameroon to the 2022 FIFA World Cup and the 2023 Africa Cup of Nations, where they were booted out in the first and second round respectively. The man of many wise words takes the credit of bringing in new players under the banner of his reconstruction project, one that is most definitely a template for the next GAFA. Olivier Bellet, une dernière question pour sortir de cet échange sur l'Alliance pour la transition que vous mettez en place. Si l'APC, l'honorable Jean-Michel Nitieux et le professeur Maurice Kamto vous approchaient pour vous dire « rejoignez notre mouvement », quelle serait votre réponse? Quelles seraient vos conditions? Qu'est-ce que vous mettriez sur la table? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que moi, je ne suis qu'un membre de la vaste ATP. Ben oui, quand je dis vous, c'est vous, dans son ensemble. Ce n'est pas un titre personnel. Je n'ai pas vocation à m'exprimer pour le compte d'un autre membre de l'ATP. Okay. Voyez-vous, les acteurs de l'ATP sont venus à cette plateforme chacun de son propre gré. Donc, vous devez considérer à partir de ce moment-là que même si la question m'était posée à moi et que je faisais ce choix, ce qui m'étonnerait passablement, cela n'apporterait rien à l'APC, qui est déjà une organisation infiniment, je veux dire, considérablement... En fait, derrière la question, l'idée c'est de demander à ce stade quels peuvent être les éléments qui pourraient vous faire vous asseoir sur la même table et aller dans le même combat contre le RDPC. Les choses me paraissent évidentes. D'accord. Les choses me paraissent évidentes. Je crois que le peuple du Cameroun lui-même voit la forte adhésion qu'il y a autour de l'ATP. Et s'il y a adhésion autour de l'ATP, ce n'est pas parce que c'est Olivier Billet, ni parce que, etc. C'est simplement parce que la méthodologie, la démarche, le projet est beaucoup plus conforme aux attentes des uns et des autres. C'est parce que le projet est plus respectueux des uns et des autres. Donc, pour finir sur cette question, je demanderai simplement à nos amis, de vous rejoindre. Jean-Michel Nitieux et Maurice Kamto, de rejoindre avec humilité l'ATP pour que nous fassions ce travail ensemble pour le bien du Cameroun. Parlons pour finir définitivement de votre dernier ouvrage, on l'a annoncé à l'entame. Monnaie et prospérité en Afrique, de la zone franc, briser les derniers liens de la captivité. Alors, vous prenez position dans ce livre. L'Afrique doit s'émanciper et se défaire du franc CFA. Elle a les moyens d'accéder à la prospérité si ses enfants s'organisent comme il convient. Je l'ai dit également, c'est aux éditions Lupepo à Yaoundé. Peut-être un mot sur cet ouvrage? Oui, très rapidement, pour dire simplement, merci pour le bout de réclame. Dire simplement... C'est le minimum, vous nous faites la politesse d'être là, je pense qu'on vous le doit aussi. Dipita Tongo, non, simplement pour dire que, dans le fond, nous avons l'opportunité historique aujourd'hui, en tant qu'acteurs politiques, de transformer radicalement et positivement le visage du Cameroun. Nous avons la possibilité de transformer nos campagnes et nos villes pour en faire des Dubaï, pour en faire des Singapour, pour en faire des Brésil, des Chine, j'ai envie de dire pour en faire une entité qui sera de nature à redonner envie aux Camerounais de vivre véritablement. Donc c'est tout à fait valable dans le cadre du thème de la transition et de la coalition que nous avons abordé tout à l'heure, parce qu'il faut évidemment le cadre politique pour l'accomplir, mais il faut des idées aussi pour mettre en œuvre tout cela.
cet ouvrage a le mérite, si vous voulez, de représenter, si vous voulez, une sorte de boussole stratégique. C'est un outil de travail qui montre le chemin à suivre, qui présente l'algorithme qu'il faut mettre en œuvre de manière à faire en sorte que, eh bien, nous puissions révolutionner notre système productif et notre économie, notamment par la monnaie, qui, comme vous le savez, est est pour l'économie ce que le sang est pour l'organisme humain. Donc, pour terminer, je crois qu'il permet de présenter une perspective exaltante pour tout ce que nous essayons de faire en tant qu'acteurs politiques. Et je crois que vous faites bien d'en faire un peu de réclame maintenant. Et je voudrais encore une fois inviter à nos concitoyens à être présents lors des prochaines dédicaces qui auront lieu à Yaoundé et à Douala, où nous aborderons cette question essentielle de la souveraineté monétaire. Mais je crois que le sujet qui nous intéressait aujourd'hui est le sujet de la transition, du rassemblement des enfants du Cameroun. Je terminerai simplement en disant que mon vœu le plus cher, c'est que, véritablement, par la grâce de Dieu, le maximum possible d'enfants du Cameroun puissent se retrouver dans le cadre de cette ATP pour redonner de l'espoir et un véritable goût pour la vie à tous les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Loin de la réclame, c'est simplement comme un élément d'information à la porte de notre public. Mais vraiment, merci à Olivier Billet. C'est moi. Vous êtes résident à Yaoundé, vous êtes venu à Douala pour partager votre programme, votre projet. Et il faut dire que l'opinion s'y intéresse parce qu'on nous a demandé votre présence sur ce plateau, nos téléspectateurs, nos publics. Et on espère que certains ont eu des réponses aux questions qu'ils se posaient. Évidemment qu'on va observer tout cela et on vous opposera votre interview. Qui c'est peut-être le moment venu. Ce sera avec plaisir. Je reviendrai avec beaucoup d'intérêt dans un mois et demi, 2 mois, lorsque la machine aura été lancée. Bon retour sur Yaoundé. Merci à vous. Merci à vous à la maison d'avoir regardé également cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.